Bien, bonsoir, bonsoir à tous. Juste un tout petit mot pour vous dire que Axel Dechaise, le patron de Publicis, hélas, ne pouvait pas nous rejoindre cet après-midi en raison d'un problème personnel et vous prie de bien vouloir l'excuser. Bien, je suis très heureux de vous rejoindre une nouvelle fois au Forum d'Avignon et d'accueillir nos invités. J'ai eu la chance de travailler au Japon à la fin des années 80, début des années 90, où j'ai vu arriver l'électronique grand public et en particulier la micro-informatique, les premiers ordinateurs portables. Et surtout aux États-Unis, après, j'ai eu également la chance de travailler. J'ai pu observer les vagues successives de l'Internet à la fin des années 90, au début des années 2000. Si certains d'entre vous pensent que ça y est, ouf, le numérique c'est derrière nous, c'est fait, on a su gérer et on va passer à autre chose, j'ai pas de bonnes nouvelles. En revanche, j'ai vraiment l'impression que les choses sérieuses commencent maintenant. Et pour le coup, les applis sympas, les sites un peu cool ou les chats qui font du skateboard sont probablement, eux, derrière nous. La high-tech mondiale est en train de passer à la prochaine étape de la révolution numérique qui arrive très vite. Et je peux vous dire, j'ai l'impression, j'en ai la conviction, cette prochaine étape s'annonce beaucoup plus spectaculaire. Et je crois qu'il n'y a plus guère de doute aujourd'hui. Le monde de demain sera rempli de robots, sera enrichi d'intelligence artificielle, sera de plus en plus piloté par des algorithmes qui, grâce à nos données, qui, grâce à vos données, vont orchestrer beaucoup de choses, dont l'information, beaucoup de services. Et immergés dans la réalité virtuelle ou baignés dans la réalité augmentée, nous aurons probablement basculé dans un autre Internet, un Internet expérientiel. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces évolutions inévitables, qui transformeront davantage le monde qu'Internet et les mobiles aujourd'hui, devraient créer de nouveaux emplois, après en avoir détruit certains, mais créer de nouveaux emplois passionnants pour réserver le sale boulot aux machines. Et pour plutôt réserver la créativité, les emplois de création, de créativité, liés notamment aux industries culturelles, aux humains. Après le fameux engagement, qui était l'un des mots-clés de la première révolution numérique, l'heure sera, nous dit-on, à l'empathie. C'est évidemment à vérifier. La mauvaise nouvelle, c'est que nous serons surveillés, profilés en permanence, et que seule, semble-t-il, une poignée de grosses firmes mal contrôlée sera en mesure de délivrer ses promesses et que ces machines risquent de nous manipuler. Elles risquent même de modifier notre rapport au monde. Et ce que nos invités vont nous dire probablement, c'est que la vraie disruption, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et pour en parler, Laure et son équipe ont rassemblé un groupe exceptionnel de panélistes qui n'auront hélas pas beaucoup de temps pour partager leur vision de ce qui est en train de nous arriver. Et je vais leur laisser la parole un petit peu plus longuement au début et on verra si on a le temps d'échanger. On va commencer tout de suite. Philippe Torres, vous êtes directeur adjoint et directeur du conseil en stratégie numérique à l'atelier BNP Paribas et vous voulez d'abord nous parler des données. Merci Eric, bonsoir à toutes et tous. Alors, en guise d'introduction, je vous propose en 10 minutes de faire le tour de ce qu'on a convenu d'appeler entre nous la culture de la data culture, la culture de la donnée. Et je vais commencer par une vidéo que j'ai empruntée à un géant de l'électronique pour vous donner un peu, partager avec vous la vision de vers quoi va cette révolution digitale.
On va de plus en plus parler de data, moins de digital. Le petit flux de lumière multicolore que vous voyez sous les yeux, ça symbolise, ça illustre cette donnée. C'est ce qu'on partage aujourd'hui tous avec nos téléphones portables, déjà avec certains de nos véhicules, avec nos voitures. Ces données, on les utilise abondamment chez nous, à la maison, en faisant du shopping de plus en plus, et pas seulement sur Internet, du shopping dans des lieux physiques, et puis communication, réseaux sociaux, etc. Ces données, au travail, elles nous suivent, elles nous devancent, elles font le pont entre tout ce qui s'est passé dans notre journée, dans tout ce qui s'est passé toutes les journées précédentes, pour, in fine, finalement, au quotidien, délivrer des services à valeur ajoutée, nous dit-on, c'est-à-dire des services qui correspondent vraiment à nos préférences, à nos choix, à nos besoins, et si possible, en les devançant. Voilà, ça c'est la promesse de la data, cette lumière qui s'éteint quand je m'endors, cette ambiance qui change quand, la personne qui fait vibrer mon cœur entre dans la salle, la possibilité de commander tous ces petits appareils avec ma montre par exemple, et plus uniquement avec mon téléphone, en parlant et plus uniquement en tapant sur un clavier, c'est la promesse de la data. Et regardez qui nous la présente, Samsung. Il y a 5 ans, Samsung, c'était un géant de produits bruns et de produits blancs. Un géant de l'électronique, rien à voir avec la data a priori. Que s'est-il passé? Simplement, le monde change. Un ensemble d'acteurs dits traditionnels, incumbent en anglais, ont fait leur, cette vision, celle d'Apple, celle d'Amazon, celle de Google, celle de Facebook, que le monde de demain sera un monde où les services que l'on propose à nos clients seront abondamment inspirés, façonnés, délivrés grâce à la data. Voyez la data en ce sens comme la prochaine génération de tout ce qu'on a appelé jusqu'ici les technologies digitales. Y a-t-il une culture de la data? Oui. Il existe une culture de la data et les industries et institutions culturelles peuvent-elles devenir les industries et institutions culturelles de cette culture également? C'est ce que nous pensons. Cette courbe, elle est un peu complexe, c'est la courbe de maturité de ce qu'on peut faire de la data. Énormément d'étapes en bleu clair, simplement pour faire à peu près bien data, la donnée, gérer la donnée. On nous parle aujourd'hui de big data, on nous fait rêver que nous allons pouvoir utiliser big data, on ne sait même pas faire data. Donc on a un gros boulot devant nous, un gros effort de rattrapage. Le fait de savoir si les industries et institutions culturelles pourront devenir aussi les industries et institutions de la culture de la data va dépendre de l'ambition qu'on va mettre, de l'effort qu'on va mettre à partir de maintenant et dorénavant pour plusieurs décennies. D'abord pour bien utiliser la donnée, ça c'est un effort de rattrapage, il va falloir, vous allez le voir, retourner à l'école. Ensuite, pour s'aligner sur cette perspective de ce qu'on peut apporter en plus à nos clients de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser intelligemment cette donnée. Et enfin, à partir du moment où je serai censé pouvoir prédire ce qui fera vraiment plaisir à mon client ou à mes utilisateurs, la question se posera en termes d'ambition de ce que je veux faire de ce pouvoir. C'est-à-dire si je veux changer le monde, si je veux le changer en mieux ou si je veux le changer en moins bien. Donc si on résume à ce stade, l'effort de rattrapage qu'il va nous falloir faire tous, et y compris les industries et les institutions, c'est d'abord un effort de comprendre ce qu'il se passe. Ce sont essentiellement aujourd'hui des sciences, des data sciences, des sciences même si ce sont énormément de sciences appliquées, voire des domaines qui ne sont pas vraiment des sciences stricto sensu telles qu'on l'entend aujourd'hui. Un énorme effort de rattrapage, il va falloir retourner à l'école et il va falloir aussi savoir si on veut faire de ces data science des vraies sciences ou simplement un culte de la donnée, parce que c'est ce qui nous pend au nez un petit peu à tous au quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, c'est de savoir si on veut juste laisser les autres faire le job à notre place, pas trop comprendre ce qui se passe, mais essayer de bien se positionner pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Voilà. Là, on entre dans un domaine qui sera le culte de la data. Il paraît qu'avec la data, on peut faire plein de trucs, et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir faire comme les autres. Voilà. Ça, c'est pas assez ambitieux. Si on fait ça, on ne va pas faire mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec le digital. Il nous faut au moins un niveau de rattrapage qui est de dire à partir de maintenant et
jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle, on va retourner à l'école. Je fais défiler les slides. Ça, c'est un programme que propose un MOOC en ligne, d'accord, qui permet à n'importe qui de votre entreprise, moyennant quelques centaines d'euros, d'aller participer à des formations qui vont le monopoliser peut-être une demi-journée, une journée par semaine, peut-être 4, 8 semaines par an. Et à la fin de ce parcours, qui coûte 400 € sur ce MOOC en ligne, là, et vous le voyez, vous pouvez payer avec des bons de cadeaux, par exemple, si vous le souhaitez. À la fin de ce parcours, il y a des gens dans vos entreprises, vos institutions, qui comprendront un peu mieux ce que sont les sciences de la data. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas le job. Une fois qu'on aura fait ça, après, ça ce sont des images qui viennent de Bordeaux, il faut trouver les bons projets pour participer à la création de cette culture, ne pas laisser les autres créer cette culture à notre place. Et d'après nous, les meilleurs endroits pour participer à la création de cette culture, aujourd'hui, ce sont les Smart Cities, parce qu'elles ont l'ambition de se transformer avec l'aide du digital et avec l'aide de la data, l'ambition de se transformer pour apporter de meilleurs services à leurs usagers, que ce soit des habitants, que ce soit des touristes. La question pour les Smart Cities aujourd'hui, c'est de savoir si elles sont capables de capter l'attention de monsieur et madame Ma en Chine, s'ils sont capables de faciliter la façon dont monsieur et madame Ma vont organiser leur trajet jusqu'en France, si on est capable de les accueillir à Charles de Gaulle avec la bonne application, parce que rien n'est écrit en chinois à Charles de Gaulle, et si on est capable de faire en sorte qu'ils arrivent ici en bonne santé, pas trop fatigués, pour profiter de leur week-end avant d'enchaîner sur une journée de travail. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir si on veut être des institutions et des industries culturelles avec les... Tiens, ça c'est pas ma slide par contre. Merci. Merci beaucoup. Voilà au moins le niveau d'ambition qu'il faut avoir. Et ensuite, il faudra qu'on comprenne ceci. C'est que ces entreprises qui nous disruptent, les Uber, il est possible de les disrupter également. Juno, c'est une jeune entreprise new-yorkaise qui est juste en train de comprendre que ce que fait Uber, c'est génial pour nous les utilisateurs, c'est juste abominable pour les chauffeurs. Donc ce que fait Juno fait le pari qu'ils vont disrupter Uber parce qu'ils ont compris que l'usage de la data, c'est pas seulement pour une moitié de la population, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc Juno se dit, ce que fait de mal aujourd'hui Uber aux chauffeurs, nous on va le faire en mieux. Et tout le monde est capable de faire ça a priori. Il n'y a pas encore d'argent dans Juno. Tout le monde est capable de dire « je n'accepte pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à mon secteur d'activité, donc je vais le changer ». Voilà. Et je vous donne un deuxième exemple, parce que ce troisième niveau d'ambition, qui est de dire comment je me défends par rapport à vraiment des agressions très violentes, Uber c'est extrêmement violent, comment je peux disrupter moi-même le disrupteur, pardonnez-moi de ce terme, et puis comment éventuellement je peux gouverner ça. Parce que finalement, ce dont tout le monde a besoin, c'est le même niveau de service. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à une application comme Uber. Tout le monde doit pouvoir l'utiliser et tout le monde doit pouvoir l'utiliser avec les mêmes règles du jeu. C'est ce que se sont dit les Chinois. Ça, c'est une application qui s'appelle Didi Kuaidi et qui est en fait en Chine la principale application de réservation de transport entre personnes, que ce soit du taxi, que ce soit du VTT comme on dit chez nous, ou que ce soit simplement du sharing. C'est-à-dire, il y a une seule application en Chine qui est mise en avant, évidemment Uber essaye d'entrer, et le gouvernement chinois fait tout pour que tout le monde puisse doive utiliser cette application avec les mêmes règles du jeu. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire que sur cette dernière image, si les industries et les institutions culturelles veulent prendre la responsabilité d'être aussi les industries et institutions culturelles de cette culture de la data, il faut relever le défi suivant. À San Francisco, qui est réputé être l'endroit dans le monde où on crée le plus de start-up et où on est le plus capable de les financer, on n'a toujours pas réglé le problème de la circulation ni du trafic. Au contraire, c'est de pire en pire. Et vous savez quoi? La tentation est grande, quand on est une industrie des médias, de se dire que finalement, c'est pas mal que les gens soient bloqués 5 à 7 heures par jour dans leur bagnole, parce qu'on va pouvoir leur balancer de la publicité. C'est ça la responsabilité qu'on a. On se dit, la data peut servir à améliorer le monde. Elle peut aussi servir à faire beaucoup de fric, mais sans améliorer le monde une seule seconde.
Et c'est devant ce dilemme-là qu'on doit se positionner avec un suffisant niveau de formation et d'ambition pour être capable de disrupter, de se défendre et aussi de gouverner ce qui est en train de se passer dans nos industries. Merci de votre attention. Merci Philippe. Merci, vous avez tous entendu parler du robot de Google qui a battu le meilleur joueur mondial de Go il y a quelques jours à Séoul, qui amène un certain nombre de gens à parler d'un printemps de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle est en train de monter progressivement avec des causes qu'on connaît. Une renaissance qui est liée à l'essor des formes de calcul nouvelles permises par les réseaux de neurones artificiels, permises par la puissance des puces, évidemment, dont Gary parlera peut-être tout à l'heure, et permises aussi par les flux faramineux de données dont on vient de parler. Pierre-Louis Xech, patron d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Microsoft et travaillant avec l'INRIA, va nous dresser un petit peu un état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bonjour. Donc, premier slide. Alors, sur mon premier slide, j'ai une citation de l'auteur de science-fiction, père du cyberpunk, William Gibson, qui introduit en fait derrière un modèle qui est celui de l'innovation technologique. Il y a ce que l'on appelle un long nez de l'innovation technologique, par opposition à la longue traîne économique qui avait été amenée par le commerce électronique, qui dit que tout simplement, toutes les innovations de rupture, celles qui sont censées changer nos vies, changer l'économie, sont en fait là depuis 10 ans. Elles sont juste un petit peu sous le radar et cachées. Et c'est le cas de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Une autre référence, la table ronde, le titre, la table ronde, fait référence à cet ouvrage de Philippe Cadic que j'ai dévoré dans mon adolescence, ici dans sa version, sa première traduction en France. Et si j'ai mis ce slide, c'est pour combattre une idée reçue, qui est celle véhiculée souvent par l'intelligence artificielle, les robots, la vision d'un monde apocalyptique ou post-apocalyptique, celui de Blade Runner. Cette vision est ancienne, c'est celle de la créature, du golem, celle de Métropolis, la créature qui échappe à son créateur. Et on a envie de la combattre parce que les gens qui font de la technologie n'ont pas cette vision-là en tête quand ils travaillent. Ils sont optimistes, ils pensent à un futur positif. Et ensuite, c'est la société, quand elle reçoit la technologie, qui a besoin de s'en approprier en bien et en mal. Regardons une vidéo rapidement de l'état de l'art de la technologie des robots aujourd'hui, et c'est au Japon que ça se passe. Vous pouvez lancer la vidéo. Today, 3 decades since Honda engineers first accepted the challenge, ASIMO has a host of advanced physical and intelligence capabilities. ASIMO is now an autonomous robot that not only runs, jumps, spins around, and anticipates people's movements, but can manipulate objects and distinguish people by their voice and their face. As development continues, ASIMO is a fountain of innovative mobility ideas. En fait, 30 ans de recherche centrée sur la marche humaine. Donc, je veux dire par là qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et que la robotique humaine, telle qu'on la voit là, qui est principalement développée au Japon, a encore beaucoup de travail à faire. J'ai compilé 3 slides ici qui montrent l'intelligence artificielle dans les médias depuis un mois à peu près. Premier exemple, Mark Zuckerberg, Facebook, qui circule dans les allées du Mobile World Congress à Barcelone fin février et qui montre une image qui renforce cette idée reçue, une image un peu terrible, celle d'un monde virtuel et d'un monde réel totalement séparés, étanches les uns aux autres. Bien évidemment, ce n'est pas ça du tout que j'ai en tête. Deuxième image,
on y a fait référence, le combat de jeu de Go qui était suivi comme si on suivait la Coupe du Monde de football. Et dans les médias, on a pu s'étonner d'entendre parler de deep learning, d'apprentissage profond, des technologies très, très difficiles à comprendre, qui étaient encore dans les labos il y a quelques semaines. Ça, c'est de l'intelligence artificielle sous stéroïdes, sous testostérone. C'est encore une fois le combat de l'homme contre la machine. Troisième exemple, la semaine dernière, j'ai modifié mes slides ce week-end, Microsoft, nous avons introduit un agent conversationnel, un chatbot, très évolué, mais en cours de développement dans Twitter. Alors, on a probablement péché par imprudence, puisque Twitter est un peu une mare à beaucoup de choses, et il a été immédiatement attaqué par des trolls qui lui ont fait dire les pires horreurs. Et donc, Tay a été retiré. Et c'est une bonne leçon, aussi bien pour comprendre ce qu'est Twitter aujourd'hui que pour comprendre les limites des algorithmes expérimentaux comme ça, dans un contexte de grandeur réelle. Ce slide, je l'utilise depuis 10 ans à peu près, et pour moi, il a beaucoup d'importance. Je travaillais sur des projets de recherche en informatique et musique, et il est symbolique pour deux raisons. Pour la première raison, c'est qu'on voit ici Edgar Varèse, à la fin de sa vie, dans les années 50, travailler avec des ingénieurs de Philips, c'est probablement peu avant l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Et en bas, vous voyez la vision qu'il exprime au tout début de sa carrière. Il venait juste d'arriver à New York en 1917. Et 50 ans séparent les deux. Et cette vision-là n'est pas encore totalement réalisable, mais l'artiste et les ingénieurs ont cherché à la mettre en œuvre inlassablement avec l'état de la technologie du moment. Et ça, c'est une bonne leçon, tout d'abord parce qu'on est très intéressé à voir les artistes s'emparer de la technologie pour faire autre chose que ce qui était prévu, et parce qu'il faut chercher les visions pour le futur, souvent loin dans le passé. Parlons maintenant réellement de ce que nous appelons intelligence artificielle. C'est tout simplement trois choses combinées. La vision, la perception du monde réel, le traitement et la réaction à des données, prendre des décisions par rapport à des données, et une relation élaborée pour interagir avec des gens, des êtres humains. Ça se traduit en informatique en plein de sous-domaines, et je mentionne ceci juste pour rappeler que l'intelligence artificielle, le big data, c'est pas des choses nouvelles, c'est pas nouveau, c'est juste l'informatique d'aujourd'hui. On appelle ça l'informatique depuis toujours, ben c'est toujours de l'informatique. Il y a beaucoup de mots qui sont à la mode, mais ça reste l'informatique. Et ce sont les progrès dans chacune de ces disciplines, de ces 12 disciplines, qui sont combinés et qui produisent l'accélération d'aujourd'hui, dans une espèce de combinatoire explosive qui produisent vraiment de l'accélération, et singulièrement depuis 3-4 ans. Un exemple, la reconnaissance de la parole. Vous avez ici un slide qui montre l'état de l'art de la recherche au cours des années en reconnaissance de la parole. Je veux dire par là la transcription automatique du texte de la parole, tel que mon discours, en texte écrit, en la transcription. Eh bien, voilà un domaine qui a stagné totalement pendant 10 ans, bien que des brillants cerveaux aient travaillé dessus avec énormément d'efforts. C'est que c'est vraiment dur. En fait, vers 2010-2012, il y est apparu une technologie de rupture, donc les fameux réseaux de neurones qui sont inspirés du cortex visuel, qui ont permis un progrès. Et quand on passe de 20% d'erreurs en reconnaissance des mots à 7%, cela rend la transcription automatique utilisable. Et c'est à ce moment-là que sont apparus des assistants vocaux tels que Siri pour Apple, Google Now pour Google et Cortana pour Microsoft. Il y a un avant et un après le deep learning.
Ça, c'est rendu aussi possible par les progrès dans le matériel, dans les ordinateurs. J'ai mis là à gauche un ordinateur sur lequel j'ai travaillé au tout début de ma carrière, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, les cartes vidéo, les accélérateurs graphiques qui ont été élaborés pour faire du jeu vidéo, servent aujourd'hui pour faire du deep learning. Et ce sont des machines basées là-dessus qui ont servi à Google pour le jeu de Go récemment. Immédiatement après l'apparition de ces progrès en traitement du langage naturel, nous avons essayé de nous attaquer à un défi, celui de la traduction automatique en temps réel dans une conversation. Une première démo en 2012, dans une conférence de recherche en Chine. Rick Rashid, qui était à l'époque le vice-président recherche de Microsoft, a eu son discours traduit instantanément en chinois. Et puis, maintenant, je voudrais vous montrer une vidéo de ce que c'est aujourd'hui en réalité depuis fin 2014, début 2015. Vous pouvez envoyer la vidéo. Hi, can you guess where I live? ¿Te encuentras en América del Norte? Yes. Do you live in Central Mexico? Sí. ¿Te encuentras en Estados Unidos de América? Yes. Do you live in a capital city? Sí. ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle. Are you in Mexico City? Sí. ¿Estás en Tacoma? Yes. Very good guess. Gracias. Thank you. Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la Ciudad de México? Aquí está muy lindo. Here is very nice. What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México. I'm going to the beaches of Mexico. I like to swim. Me gusta nadar. Je crois on peut arrêter la Me vidéo. too. Where in the world? Aujourd'hui, vous avez la traduction simultanée dans Skype. Si vous regardez Skype sur votre ordinateur, il y a une icône traduction instantanée. Donc 3 ans maximum entre le labo et Skype, des millions d'utilisateurs dans le monde. Les prochaines étapes, la médecine est en train d'être accélérée par ces progrès, et en particulier au niveau du traitement d'images et de vidéos. J'en montre rapidement un exemple, un projet que l'on traite dans notre laboratoire à Paris, sur le plateau de Saclay. Allez-y. We're looking at 4-dimensional images. So these are 3D images plus time. 3D images of moving, beating human hearts. We're trying to analyze these images in an automatic way to figure out whether there are anomalies, for instance, either in the shape of the heart or in the way the heart moves. We use machine learning techniques to predict attributes of human hearts, On peut arrêter. which then help us to find similar hearts in the databases and to also cluster. On manque un peu de temps, donc j'accélère. J'ai parlé de la perception, j'ai parlé du traitement des données, et puis la question d'interagir avec les êtres humains de manière élaborée, pour nous, consiste à faire cohabiter, à faire dialoguer les mondes réels et les mondes artificiels. Et alors, il y a une approche pour ça, ce qui s'appelle la réalité augmentée. Je préfère le terme de réalité mixte, qui consiste à combiner les deux. Voici les lunettes HoloLens qui sont aujourd'hui sur le marché et qui permettent d'insérer des objets artificiels au sein du monde réel. Un exemple avec l'architecture. Vidéo. Architects are dealing with shapes and spaces and light, and they dream in 3D. And then you need to translate this design into a set of 2D documents. HoloLens present a completely new paradigm. Trimble provides design solutions for architects and structural engineers. Anything that involves getting dirty is our business. Literally hundreds of enterprises can be represented on a job site. Today, the best way those companies have to interact with each other is paper drawings. But people aren't good at visualizing 3D.
Microsoft HoloLens is a head-mounted, self-contained computer that lets you see holograms in the real world. You get the physical model as a focus point for the team to collaborate Alors, il n'y a around. pas de truc à You get the hologram with the flexibility, with the ability to run quick iterations. You'll see how we've brought in the courtyard that you suggested. You see that mouse On peut go off the arrêter screen la vidéo. into holographic space. And you- Donc ce que l'on propose avec HoloLens, c'est des hologrammes, hein, et donc combiné à Skype, ce que l'on a annoncé dans une conférence à San Francisco hier, cela permet de faire de la vidéoconférence totalement immersive en temps réel. Imaginez les hologrammes de Star Wars, la princesse Leia ou de Obi-Wan Kenobi, c'est exactement ça. Dernier exemple, et je conclurai avec ça. Alan Turing, qui est le fondateur de ce que l'on appelle désormais la computer science, a élaboré en 1950, alors qu'il y avait dans le monde peut-être 2 poignées ou 2 dizaines d'ordinateurs, une théorie sur la manière de distinguer l'homme de la machine. C'est la fondation de l'intelligence artificielle. Je voudrais vous montrer un exemple d'un projet réalisé par le laboratoire Sony de Paris en musique. Je reviens à la musique qui consiste à suivre l'improvisation d'un musicien et la rendre indistinguable du point de vue d'un critique musical. Donc ce que vous allez voir, c'est une improvisation partagée entre musicien et un ordinateur, un programme, un algorithme, si vous voulez, et avec 2 critiques musicaux cachés derrière un rideau qui n'ont pas réussi à le distinguer. Allons-y. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet exemple, c'est justement le dialogue. Et c'est ce que l'on souhaite apporter dans le futur avec ces technologies qui vont se diffuser très très vite et partout. C'est le dialogue, la participation au monde réel, plutôt que la confrontation entre ces technologies et le monde virtuel et le monde réel. Merci. Merci Pierre-Louis. Ce que Pierre-Louis vous a montré tout à l'heure en matière de réalité augmentée, qui a été lancé littéralement hier soir aux États-Unis à San Francisco. Il y a du chemin à faire. C'est que cette technologie de réalité mixte risque bien à terme de remplacer, je dis bien de remplacer nos téléphones portables comme la porte d'entrée au monde numérique. J'ai le plaisir d'accueillir Gary Shapiro, qui est le président de la Consumer Technology Association. En d'autres termes, c'est celui qui organise la plus grande exposition d'électronique au monde à Las Vegas chaque année début janvier. C'est aussi l'un des lobbyistes les plus influents à Washington pour défendre évidemment l'innovation, pour défendre la high-tech américaine, pour défendre des politiques d'immigration notamment, mais aussi pour défendre des politiques de copyright ou de propriété intellectuelle, mais aussi pour défendre le libre commerce. J'ai été frappé, Gary, lors du dernier CES en janvier à Las Vegas, finalement parce qu'il n'était pas exposé, ce qu'on ne voyait pas. Et ce qu'on ne voyait pas à Las Vegas, mais qui était présent partout, c'était l'intelligence artificielle. C'était les capteurs derrière chaque machine, derrière chaque device, derrière chaque terminal. C'est cette montée en arrière-plan de l'électronique qui est aujourd'hui, me semble-t-il, l'un des éléments les plus frappants. Gary Shapiro. Merci. Je suis désolé, je ne parle pas français, so I will speak in English. What has changed dramatically in the last few years is the ubiquity of the smartphone.
And because literally hundreds of millions, if not billions, have been sold, the sensors in those smartphones, which show balance and location and can sense all sorts of different things, have gotten so incredibly inexpensive that they're available for a few pennies a piece. And very smart people are putting them together and connecting them with a little power and creating something that we have called the Internet of Things. And what that's doing is allowing this tremendous amount of data to be made available and to be processed and used in enormously beneficial ways, which we are just, and I agree with you, just starting to see. This is the very beginning of this phenomenal transformation that digital and data and sensing technology is making. And you saw some excellent demonstrations there. But what we did see at CES is virtual reality, augmented reality, robotics, and one of my favorite things, because it'll save literally millions of lives a year, is the driverless car. Now that's an incredibly complex and ambitious undertaking. It requires so many things to occur for cars to predict what the other car is going to do, to be able to see around corners using various types of technology. But it's all physically possible at this point, and it will be coming here soon. And of course it will dislocate, it will change jobs, there are privacy implications. But we're seeing it not just with cars and driving and drones, we're also seeing it in healthcare. We're seeing it in food production, in clean water. The technologies we're talking about today will solve the biggest problems we're talking about in the world. You want to talk about terrorism? That's a huge problem. There's a great debate in the United States, which has gone on the last few weeks, about whether Apple had to create code to unlock its system. But the reality is that technology is going to help solve the terrorism issue, so we won't have to be naked going through airports the way we do now. Instead, there'll be so many different things which will occur. Obviously, facial recognition technology, I wouldn't call it mature, but it's allowing us to identify terrorists. Voice recognition technology, determining stress levels in voice, is already being deployed in call centers around the world to know whether a customer that's calling is sufficiently irritated that it should be elevated or they should be offered a deal. There's technology which is being developed, and this is just, again, it's analysis of data is all it is looking at the cues around your face and around your eyes to determine your emotion. And there'll come a day shortly where we'll be able to turn on a television and determine the actual emotion and the veracity of the politician that is speaking. Now, some of these things are good and have good applications, and some of them are scary, and some of them have really easy answers. You don't want your face recognized? Put on sunglasses. Really easy. You don't want to have your car seat analyze whether you're healthy or unhealthy or likely to get sick? You could turn that feature off. And there'll be great debates that'll go on in this conference in future years of society, and whether things are good or whether they're bad. But the important thing is that they be allowed to develop and solve the biggest problems we have. In the interest of time, I'm going to be quiet because there's 3 people who haven't spoken yet, and there's 13 minutes. No, go ahead. I'll respond to questions. Thanks a lot. C'est Dominique Cardon qui a donné le titre à notre session. Il est l'auteur d'un livre formidable que je vous recommande qui s'appelle justement « À quoi rêvent les algorithmes ?» À quoi rêvent-ils la nuit, mais aussi à quoi rêvent-ils, que rêvent-ils de faire? Dominique, qu'est-ce que c'est qu'une société où tout est de plus en plus calculé? Est-ce qu'il va nous falloir repenser le contrat social? Est-ce que cette emprise algorithmique et l'hégémonie des grandes plateformes sont inéluctables? Alors oui, je crois qu'on est entré dans le monde dans lequel le calcul a toujours été présent. La statistique fait partie de nos mondes. Il faut aussi de temps en temps dire que les données, les big data, le data mining, c'est pas une histoire entièrement nouvelle, que ça prend une forme là tout d'un coup singulière, mais que c'est une histoire ancienne, mais que la société devient de plus en plus calculée. La manière dont elle est calculée est de plus en plus différente, surprenante, parfois très intéressante et très riche, on vient de le voir, parfois aussi très intrigante et peut-être inquiétante. Alors, elle est calculée parce que nous laissons beaucoup de données et que ces données sont ensuite
traitées, représentées, transformées, interprétées par des algorithmes. Alors peut-être faut-il dire qu'un algorithme est une suite d'instructions statistiques, mathématiques, mis dans le code informatique pour produire un résultat, et que le meilleur exemple de l'algorithme, je le dis pour faire une pédagogie aux dessinateurs, est la recette de cuisine. Hein, on met des ingrédients, puis à la fin on a un plat, et quand on n'a pas suivi les instructions dans l'ordre, généralement le plat est raté. Alors, les calculs sont partout, et moi, comme sociologue, ce que j'essaye de faire passer, qui était un peu la mission un peu pédagogique de cet ouvrage, c'est de dire le calcul, c'est très différent selon la manière dont on l'a fabriqué. Et que le calcul, il reflète les intérêts, les volontés, les soucis, les principes que ceux qui l'ont programmé souhaitent lui faire remplir. Et en conséquence, il faut débattre de la pluralité, très polyphonique en fait, des manières de calculer la société. Et ensuite, il faut mettre dans l'espace public l'idée de savoir comment nous voulons exactement être calculés, quel type de calcul, auquel type de calcul nous voulons être régis, parce que ça structure le monde. Alors, moi j'ai une métaphore qui est, je crois, la plus parlante, parce qu'on a un calculateur, un algorithme, en fait, qui est présent depuis très longtemps dans nos sociétés, depuis, on pourrait dire, la révolution démocratique du XVIIIe siècle, c'est le système électoral. Le système électoral, il transforme la masse des bulletins de vote en une représentation, c'est exactement ce que font les algorithmes informatiques, en une représentation qui va siéger dans les assemblées. Et selon le type de système électoral qu'on choisit, on n'a pas la même représentation. Si on est anglais avec un système uninominal à un tour, on vit dans un monde bipartisan dans lequel il y a toujours des travaillistes et des conservateurs qui se battent ensemble, et un troisième parti qui essaye mais qui n'y arrive jamais. Donc, l'espace, le mode de vie, l'atmosphère de politique d'un Anglais, elle est bipartisane. Celle d'un Israélien, dans un système électoral proportionnel, elle est multipartisane parce que le calculateur central, il produit un monde qui est un monde polyphonique parce qu'il est proportionnel. Alors, moi je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont aujourd'hui Google, Amazon, Facebook, Uber et les autres sont en train de nous calculer, parce que la manière de le faire est parfois extrêmement différente et qu'elle peut être liée à la popularité, et donc on retrouve des trucs de médias de masse assez classiques, très centraux. Elle peut être liée à l'autorité et au jugement des pairs, c'est plutôt ce que fait Google. Elle peut être liée à l'affinité réputationnelle des petites niches, et c'est plutôt ce que fait Facebook. Ou bien elle peut être liée, et c'est là que je voudrais venir à un deuxième point, elle peut être liée à la trace singulière de mes comportements que je vais prédire grâce à tout ce dont on vient de parler en partie ici, qui est les nouvelles techniques de machine learning. Et moi, j'aurais presque envie de dire que la vraie révolution aujourd'hui, c'est, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est les méthodes d'apprentissage en statistique. Il se passe quelque chose qui fait que l'intelligence artificielle, dont on a dit plusieurs fois le mot, alors je vais faire une toute petite parenthèse, l'intelligence artificielle est née 3 fois, morte 2 fois, donc elle réapparaît. Mais elle est née dans les années 50 avec la cybernétique, ça a été un échec. Elle est repartie dans les années 70 avec l'idée des systèmes experts. Et j'insiste là-dessus parce que le système expert, c'était l'idée vraiment qu'on allait rendre la machine intelligente. On allait lui apprendre des règles symboliques, syntaxiques, complexes, pour faire du diagnostic médical, pour faire de la traduction. On allait lui apprendre l'orthographe, la grammaire, etc. Ça ne marche pas. Et l'échec de cette deuxième vague de l'intelligence artificielle, c'est que la machine symbolique qui aurait raisonné comme nous pensons que nous raisonnons ou argumentons, nous humains, quand nous faisons preuve d'intelligence, a échoué face à la diversité des contextes. C'est pas parce que la machine a appris plein de règles qu'elle n'applique pas bêtement des lois un peu trop fortes sur une variété de situations qui est la vie ordinaire, qui est multiple, qui est diverse, qui est sans cesse changeante. Et la courbe qu'on a vue sur la traduction automatique, tout à l'heure, qui s'est débloquée tout à l'heure, elle est liée à la 3e révolution de l'intelligence artificielle, qui a dit on arrête de rendre la machine intelligente. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est qu'on dit intelligence artificielle alors qu'elle est statistique, elle est idiote. Hein. Ce qui est nouveau dans les systèmes de deep learning, réseaux de neurones, etc., c'est qu'on a rentré énormément de données. On ne demande plus à la machine d'avoir des règles compliquées, sophistiquées. Elle fait des statistiques à très bas niveau. C'est si bas niveau que c'est incompréhensible par un humain. Il n'y a rien de symbolique dans les tout petits arbitrages qu'elle est en train de faire pour produire un résultat. Mais en revanche, elle a aspiré tellement de données qu'elle va comparer 2 mots par 2 mots. Elle ne connaît pas la syntaxe, elle ne connaît pas la grammaire. 2 mots par 2 mots, 3 mots par 3 mots. Puis elle va voir que dans tel ou tel contexte, cette traduction est la meilleure possible. Et cette idée que c'est le contexte et les données qui vont rendre la machine puissante, mais puissante statistiquement, elle n'est pas très intelligente dans ce qu'elle est en train de faire, est en train de produire les résultats incroyables qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en sociologue ? C'est que la nouveauté,
c'est qu'il faut fournir au calculateur des traces de comportement. Et ça, il me semble que ça nous interroge longuement. Ça nous interroge aussi dans le monde de la culture, c'est que finalement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de représenter, de calculer la société à partir des comportements des individus, et non pas à partir des catégories dans lesquelles on avait souvent représenté la société ou dans lesquelles l'État, par exemple, fait de la programmation culturelle en disant je vais éditorialiser, je vais choisir un certain nombre de programmes, puis les proposer à un public. Ce qui vient avec l'idée de la personnalisation, c'est l'idée qu'on peut calculer depuis l'individu, depuis ce qu'il est en train de faire et d'aimer, depuis ce qu'il a aimé ou ce qu'il a pratiqué, de prédire ce qu'il pourrait à nouveau vouloir apprécier, aimer, consulter, regarder, etc. Alors on a une individualisation massive des calculs. Ça présente d'une certaine manière une sorte d'avantage, c'est qu'on ne lui impose rien. En même temps, je pense que ça pose énormément de questions. C'est que nous ne sommes pas simplement la suite de nos comportements passés. Et que la logique et ce à quoi rêve aujourd'hui le monde des big data et des algorithmes, c'est finalement l'idée d'une sorte de contrôle, monitoring de la société dans lequel on n'aurait pas besoin de la représenter, on pourrait suivre les traces des individus pour leur proposer exactement ce qu'ils ont déjà fait. Parce que ces statistiques, il faut le redire, ne prédisent pas à l'avenir, ils fonctionne sur le fait que nous sommes réguliers, et si nous sommes réguliers, nous leur donnons des traces régulières, qui fait que, ayant beaucoup fait ça, il y a de bonnes chances que je fasse ça par la suite, parce que beaucoup d'autres qui ont déjà fait ça avant moi vont ensuite le faire. Et donc elles ont une tendance à finalement à nous dire à chacun que notre futur n'est jamais que la continuation des régularités de notre passé. Et moi je voudrais dire juste pour finir sur la culture, ce qui me semble central dans la culture, c'est de prendre de la distance avec soi-même. C'est finalement ne pas être complètement collé ou identique ou exactement l'image de ce que l'on est déjà, mais de pouvoir se proposer une sorte une manière de dézoomer de la manière dont on est habituellement, régulièrement attiré par telle ou telle chose ou intéressé par tel ou tel phénomène, et qu'il faudrait apprendre aux algorithmes, et on peut leur apprendre à produire des représentations qui ne soient pas des traçages individuels des individus, mais qui produisent des manières de représenter sans doute autrement la société, sans doute autrement les biens culturels et les centres d'intérêt, qui ne ramènent pas tout le monde vers la moyenne, ce que ne font pas les nouveaux algorithmes, mais qui essayent de faire découvrir des niches, de faire naviguer dans la périphérie de ce que l'on a déjà fait mais que l'on n'a pas encore fait et qui pourrait être dans notre voisinage, et que s'il y a une richesse pour le monde de la culture, c'est précisément de nous aider à être plus curieux et à ne pas être simplement une suite de comportements. Merci beaucoup, Dominique. Justement, demander à Cynthia Fleury, qui est professeure de philosophie politique et psychanalyste, qu'est-ce que ça vous inspire, cette évolution et cette arrivée d'un rôle croissant des machines et des données? Ça m'inspire ce qui a été sensiblement dit, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette illusion de l'objectivité du calcul. C'est-à-dire que le calcul, il y a un voile de Maya sur le fait que ce serait absolument neutre. Donc on revient à ces vieilles questions de neutralité de la technique ou de l'objectivité de la technique. De fait, le calcul, il est déjà d'emblée contextualisé, à historiser, il renvoie à un certain type d'intérêt, etc., etc. Et on manque sensiblement de capacité de décryptage de cette manière de calculer. Donc, je pense qu'il y a un enjeu majeur dans demain cette puissance algorithmique, etc. C'est l'enjeu de démocratisation, d'apprentissage de ces différents types d'algorithmes, puisque là on voit très bien comment ça se passe. On est en train de laisser à certains, avec notre assentiment, parce que bien évidemment il y a toujours cette histoire de l'assentiment ou du consentement plus ou moins conscient, mais on est en train de laisser une technologie absolument différente, dans le sens où c'est pas un simple outil comme pourrait l'être une paire de ciseaux, mais c'est un milieu de vie. L'Internet, c'est un milieu de vie. Donc de fait, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au fait de dire voilà, du vécu expérimentiel, nous sommes dans des réalités fusionnées, nous rentrons dans des voilà ce que certains appellent augmentées ou pas, mais ces réalités fusionnées, elles vont créer une sorte de 7e sens digital, et qui fait que bien évidemment nous avons à penser un contrat social.
un contrat social qui soit capable de faire que ces réalités fusionnées respectent le contrat social. C'est la question des inégalités qui est déjà compliquée dans le monde réel. Donc on va dire que de fait dans cette réalité fusionnée, c'est une question encore plus compliquée. C'est la question des discriminations, c'est la question des dividendes et des répartitions, parce que j'ai entendu beaucoup de discours marchands. Qu'est-ce que c'est l'approche non marchande du data ? Normalement, on est dans un milieu culturel, c'est la question. Qu'est-ce que c'est que l'approche citoyenne du data ? Moi, j'ai absolument, en tant que le data au service de l'innovation sociale, au service de l'innovation démocratique, ça me passionne. Comment demain j'utilise la puissance algorithmique pour penser des scénarios au niveau du contrat social, pour penser des nouvelles procédures de recrutement de nos élus, pour penser un exercice de constituant, donc une constitutionnalisation avec l'expertise des uns et des autres, pour trouver des mécanismes de déontologie publique. Voilà, le big data citoyen me va absolument. Or, on voit très très bien qu'il y a des choix d'investissement, comme toujours, plutôt sur des territoires marchands, plutôt sur des territoires d'exploitation. Et le data, aujourd'hui, masque des procédures de rationalisation très fortes, de déshumanisation tout de même très forte, et des procédures de domination aussi. Donc, moi, passionnée par cette question et en même temps très alerte sur la manière dont nous avons de nous laisser confisquer ce nouveau milieu de vie. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait une sorte de, j'allais dire, du FDA ou d'autorité des algorithmes pour réguler ces machines ? C'est là où vous rappelez votre tropisme français. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un fétichisme étatique, ou en tout cas... Non, c'est une question qui monte aux États-Unis en ce moment. Non, mais je rigole. Mais de fait, la question de la régulation, la question de qui va, le qui étant bien évidemment bien plus ouvert, mais qui a accès à la définition de la règle, et on l'a dit tout à l'heure avec Junot, qui a très bien compris que bien évidemment la plateforme, le caractère proprement technique d'Uber, pour ne citer que Uber, est absolument très très intéressant, mais aujourd'hui, hélas, au seul service d'un intérêt dans ce système. Donc oui, il va falloir voir comment nous créons des institutions qui sont les plus plurielles possibles et qui sont garantes d'un usage le moins arbitraire. Mais voilà, bon, ça c'est à créer. Mais le seul souci, c'est que sur l'harmonisation des règles, nous ne sommes pas tous quand même d'une même sensibilité. Donc là aussi, il y a des cultures plus ou moins libertaires, plus ou moins marchandes, plus ou moins libérales. Mais ce que je trouve intéressant, si vous voulez, dans la révolution, pas simplement culturelle, mais demain, en fait, si je comprends ce qui vient d'être dit, avec les lunettes notamment des uns et des autres, mon corps devient une interface et je libère des informations. Comme pour reprendre un charmant cycliste à l'insu de mon pringlé, c'était comme disait l'autre. Donc là, je vais être dans l'obligation demain de me paramétrer, si j'ose dire, comme un compte Facebook. C'est-à-dire en disant, tiens, oui, j'accepterai que telle ou telle personne voit par exemple, différentes informations, où je vis, qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux divulguer. Et ça, c'est quand même, ça pose une vraie révolution comportementale. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce droit à l'anonymat ? Qu'est-ce que c'est que où vont les différentes données personnelles ? On revient à toujours cette protection des données personnelles. Je rappelle que l'état de droit, c'est un principe de séparation des pouvoirs, et nous créons des techniques qui mettent, partout où il y a de la séparation, qui construisent de la porosité. Alors c'est intéressant, sauf que l'état de droit n'a jamais été construit sur l'absence de séparation entre les pouvoirs. Et nous avons aujourd'hui un outil qui traverse tout. Donc c'est véritablement, nous ne pouvons pas être en politique de rattrapage par rapport à la technique. Il nous faut absolument évoluer en termes d'invention démocratique par rapport à ces nouveaux systèmes numériques. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais donner... J'ai le plaisir de donner la parole à Orlan, qui est artiste plasticienne et qui utilise précisément ces nouvelles technologies dans son œuvre. Elle va peut-être nous dire quel type d'imaginaire pour l'artiste est en train de se développer.
Je n'avais pas prévu de vous dire cela, mais ce qu'on vient de se dire me fait penser que, en fait, vous pouvez me voir sur Wikipédia, que je m'appelle Orlan et que mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Et en fait, ils le disent, mais ils l'écrivent en minuscule, avec uniquement le O en majuscule. Donc c'est la machine qui automatiquement me fait rentrer dans les rangs, me fait rentrer dans la ligne. Bien sûr, c'est ce que je ne veux pas, puisque j'ai essayé quand même de sortir du cadre. Donc c'est un combat assez énorme, titanesque. Je voudrais vous dire que je suis une artiste mesurée, répertoriée par les algorithmes, analysée par les data. Les algorithmes, malgré leurs défauts et réactions en chaîne néfastes, permettent également de mettre en valeur des données qui étaient autrefois difficiles de discerner. Je pense par exemple au prix de l'e-réputation que j'ai reçu en 2013 pour les arts plastiques. À mes côtés, Stark pour le design, Yann Arthus Bertrand pour la photographie. Ce prix est décerné aux artistes les plus observés, les plus likés et commentés sur l'Internet. Des artistes dont les œuvres trouvent donc une forte résonance auprès du public, qui répondent aux problématiques contemporaines, des œuvres qui sont ancrées dans leur temps et qui en même temps sont complètement, on pourrait dire, récupérées par effectivement ce type de calcul. D'autre part, je suis investi dans un prix qui se remet à la mairie de Bordeaux, le prix Hopline, qui est un prix qui récompense des artistes et un internaute pour son art, pour son œuvre. C'est un prix du public, donc qui utilise ces mêmes moyens de diffusion, de calcul, de mesure pour élire la meilleure personne. Pour commencer, je tiens à vous montrer... Ah, elle n'y est plus. Je voulais absolument m'en écorcher. Il n'est pas là? Il y était. Est-ce que... Ah, voilà, merci. Donc, d'autre part... Attendez, où j'en suis-je? Du coup, je ne sais plus. Pour commencer, je tiens à vous montrer une de mes œuvres, un autoportrait entièrement réalisé en 3D, faisant référence à l'imagerie médicale, intitulé « La liberté en écorché ». C'est un corps de femme lourd et solide qui n'a rien à voir avec les stéréotypes habituellement utilisés dans la mode, les vidéogames, les dessins, les magazines, etc. Les prothèses Vertacid lui donnent un aspect cyborg et le ramènent à une lecture plus actuelle. Je pourrais vous en parler en détail pour vous dire à quoi servent ces prothèses. Elle prend au ralenti la position de la Statue de la Liberté. Cette image réalisée en 3D, sans aucune photo de moi, a été fabriquée grâce aux algorithmes, qui, je pense, n'ont jamais rêvé de cette œuvre. C'est moi qui ai pensé créer cette œuvre à partir de calculs faits par les logiciels 3D, que j'ai tordus dans le bon sens, en tout cas pour qu'ils me servent à quelque chose au niveau de ma créativité. L'écorché est le symbole de l'artiste qui est écorché par son œuvre ou qui parfois doit s'écorcher lui-même ou elle-même pour créer ses œuvres. La position de la Statue de la Liberté symbolise tout ce dont les artistes ont besoin pour continuer à faire des œuvres en toute liberté d'expression et de création, sans censure, ni sur le web, ni dans les expos ou dans la presse. Ce qui pourtant se passe de plus en plus et sans empêchement en fait sur le net. Et il y a beaucoup d'images qui sont maintenant enlevées du net. Vous savez que j'ai fait l'origine de la guerre, qui est le pendant de l'origine du monde, et il y a plusieurs personnes qui l'ont mise sur leur site et qui ont été... le site a été fermé. J'ai toujours pensé qu'il y avait une responsabilité de l'artiste dans notre société. En ce sens, je rejoins le propos de Michelangelo Pistoletto qui nous dit que l'esthétique ne suffit plus, il faut lui adjoindre l'éthique. Il faut lui adjoindre l'éthique, une esthétique éthique, en quelque sorte. Mes œuvres tiennent compte absolument de cet engagement.
mon œuvre questionne le statut du corps dans la société via les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qui s'impriment dans les chairs, dans les corps, en particulier dans les corps féminins. Mes œuvres ne sont pas fabriquées dans un médium déterminé à l'avance. Le matériau et ou la technologie est là pour nous révéler au mieux l'idée, le concept de départ. La matérialité ou l'immatérialité viennent ensuite. J'ai créé des sculptures avec le marbre, la résine, le 3D printing et bien d'autres matériaux, dont des matériaux qui sont juste éphémères, la photo, la vidéo, les biotechnologies, la 3D, les jeux vidéo dernièrement, la réalité augmentée, mais un autre type de réalité augmentée, on le verra. Actuellement, je travaille beaucoup avec ces dites nouvelles technologies et aussi avec les sciences, l'analyse et l'imagerie médicale, mais toujours, bien sûr, avec une distance critique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai créé avec la photo et Photoshop et la réalité augmentée. Car cette décision m'est venue dans le train du Forum d'Avignon, où j'ai eu le plaisir de rencontrer, il y a 2 ans, je crois, un jeune entrepreneur, Jean-François Chianetta, qui a créé l'application Augmente. Vous pouvez tous télécharger cette application qui est gratuite. Et c'est avec cela que j'ai pu créer ces œuvres. J'ai voulu créer une exposition normale, qui peut être vue comme une exposition faite de photos numériques sur la problématique de l'hybridation entre les masques de l'Opéra de Pékin, mon visage resculpté par la chirurgie, tel mes self-hybridations précédentes, précolombiennes, africaines et amérindiennes, mais en essayant de faire bouger les mentalités sur 2 plans. La première est un objectif féministe. L'Opéra de Pékin est un art qui est traditionnellement exclusivement masculin. Les hommes y jouaient le rôle des femmes. Ma première intention était de dérégler cette règle de l'Opéra de Pékin et de sortir en tant que femme, par l'intermédiaire de cet avatar 3D, en réalité augmentée. Pour le réaliser, j'ai fait faire un scan de mon corps en 3D et j'ai créé des personnages que j'ai fait fabriquer par Bruno Milas, un personnage animé en 3D qui fait des acrobaties de l'Opéra de Pékin réservées aux hommes et qui jongle avec des masques tels que le roi des masques. J'ai nommé mon œuvre en sculpture 3D printing que vous venez de voir, la Reine des masques. La Reine des masques se présente comme la continuité de mes tentatives de sortir du cadre. La réalité augmentée permet de sortir de l'œuvre et de rendre mon œuvre ludique et interactive. Elle la désacralise et crée un dialogue avec le public. L'œuvre n'est plus une création passive à contempler et la mythologie romantique de l'artiste s'effondre puisque le processus de fabrication, d'élaboration est partagé entre différentes personnes et techniciens. Ma deuxième intention nous concerne directement. Il s'agit de changer les mentalités par rapport aux nouvelles technologies. C'est ce dont je rêve. J'ai pu constater que les collectionneurs, lorsqu'ils viennent visiter une galerie, ont tous dans leur poche des téléphones intelligents, parfois des iPads. Comme tout le monde, ils sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Comme tout le monde, ils ont une caméra vidéo à la maison, chez eux, pour filmer leurs vacances, leur famille. Ils utilisent les avions, des GPS, des voitures hybrides et sont friands des dernières avancées technologiques. Dans leur quotidien, qu'ils utilisent d'une manière banale, ils sont immergés par les nouvelles technologies. Ils ne les discernent même plus tant elles appartiennent au quotidien. Pourtant, lorsqu'ils franchissent la porte d'une galerie, ils veulent voir éventuellement acheter, dans le meilleur des cas,
des dessins, de la peinture et des objets sculpturaux décoratifs. C'est-à-dire que malgré leur habitude, et bien qu'ils baignent complètement dedans, ils refusent, ils résistent à ce que sont les nouvelles technologies dans l'art contemporain, comme ils ont résisté à la photo. La vidéo, le numérique, l'informatique et les nouvelles technologies sont difficilement reconnues comme pouvant être des œuvres d'art au même titre que les autres. Souvent, rapproché de la technique dont l'art a peiné à se différencier, l'art numérique renoue le lien avec la science et s'inscrit en contradiction avec la pédagogie artistique. Pour beaucoup, il n'est pas légitime et se limite à une nouvelle définition de l'artisanat. De même, la protéiformité de l'art numérique, son aspect novateur, mais aussi parfois son exigence particulière sur le plan scénographique, les questions de conservation qu'il soulève l'éloignent du marché de l'art. J'ai donc inventé un protocole où le collectionneur peut avoir une œuvre d'Orlan normale, sans nouvelle technologie, une œuvre qui tient au mur telle qu'elle, comme ils le connaissent. C'est tranquille au premier abord. Mais s'ils achètent cette œuvre par miracle et qu'ils invitent des amis, il peut leur dire que cette œuvre a un secret. À l'intérieur d'elle, une autre œuvre d'Orlan. En effet, s'ils scannent l'œuvre à l'aide de l'application Augmente, qui est gratuite, celle-ci agit comme un QR code et il peut alors montrer qu'il a aussi acheté une performance créée avec l'avatar 3D d'Orlan, car celui-ci apparaît en faisant des acrobaties de l'Opéra de Pékin. Et, qui plus est, il peut photographier ses amis ou sa famille avec cet avatar et envoyer la photo dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Bien sûr, les œuvres ne s'adressent pas qu'aux collectionneurs. Ces œuvres interactives visent des publics très différents et pas forcément initiés à l'art contemporain. Ils s'amusent beaucoup grâce à cette apparition en nouvelle technologie, avec laquelle ils peuvent se photographier et envoyer les photos dans le monde entier par les réseaux sociaux, par l'intermédiaire des nouvelles technologies. Ce public-là découvre un autre art qui leur paraît moins ennuyeux et de ce qu'ils connaissent en général ou de ce qu'ils pensent qu'est l'art. Ça crée du lien. Et comme le disent Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto, je vous relis ce que vous avez déjà vu dans vos documentations, je suis pour une esthétique éthique, impliquons-nous, motivons-nous, indignons-nous, mobilisons-nous pour la culture, et il est temps que l'artiste prenne la responsabilité d'établir une communication entre toutes les activités humaines, de l'économie à la politique, de la science à la religion, de l'éducation à la santé, bref, toutes les instances du tissu social. Il est temps de parvenir à un niveau de conscience et de responsabilité alors, qui soit pendant à notre aspiration à la liberté. Et selon moi, le numérique et les nouvelles technologies apparaissent comme, jusqu'à présent, une des solutions pour y parvenir. Je ne suis pas certaine de savoir à quoi rêvent les algorithmes, mais je rêve que nous portions une attention particulière à nos automatismes qui nous font parler, vivre avec des vieilles idées de 50 ans, 100 ans, voire plus, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans les dires et les possibilités de notre époque, sans être complètement technophile ou technophobe. Je rêve que nous changions et que nous ouvrions nos mentalités et celles des autres. C'est là notre responsabilité, celle de l'artiste, mais aussi de nous tous. Et c'est cela, il me semble, que propose le Forum d'Avignon. Merci.